Il est fréquent que les analystes financiers émettent des recommandations très positives. En revanche, il est beaucoup plus rare qu'ils en proposent de très négatives. Est-ce dû à un biais professionnel? Les analystes seraient-ils génétiquement optimistes? Ou sont-ils crédules et fascinés par les seuls titres qui leur plaisent? Dans ces cas, leur optimisme ne relèverait pas du calcul. Malmendier et Champikmara explorent dans une étude publiée par la revue Financial Studies une autre explication, celle de la distorsion stratégique. C'est le souci de flatter les dirigeants pour obtenir plus de mandats pour les opérations financières, ou celui de séduire les petits investisseurs pour générer des courtages qui seraient alors les moteurs de ces comportements. Malmendier et Champikmara développent la thèse selon laquelle les analystes choisissent de faire preuve à la fois d'un fort optimisme dans leurs recommandations, parce que l'avantage vis-à-vis d'un segment de clientèle est réel et le coût global associé faible, alors qu'ils modèrent fortement l'optimisme de leurs prévisions de résultats, parce que les coûts associés sont alors beaucoup plus élevés. Ils sont donc conduits à pratiquer stratégiquement une forme de double discours. Les idées de base qui sous-tendent ce papier sont les suivantes. Les recommandations émises par les analystes sont privilégiées par les petits investisseurs. Elles sont faciles à interpréter et à traduire en règles de gestion. Pour cette raison, elles sont très suivies par cette clientèle. En revanche, les gros investisseurs professionnels sont plus circonspects. Ils disposent du temps et de l'expertise pour exploiter l'intégralité des productions des analystes et vont donc considérer une simple recommandation comme un vecteur pauvre en information. Concernant les prévisions des résultats par action, il s'agit d'indications plus difficiles à interpréter pour des petits investisseurs. Reflètent-elles dès lors des évolutions transitoires ou permanentes? À quelle anticipation déjà reflétée dans le cours faut-il les comparer? Par ailleurs, les concepts de résultats varient avec ou non éléments extraordinaires, par exemple. À l'opposé, pour les gérants professionnels, il s'agit d'informations plus riches et facilement décodables. Enfin, pour les dirigeants, il est important que les résultats qu'ils vont annoncer ne soient pas inférieurs à ceux prévus. Une retenue de la part des analystes est de l'or fortement appréciée. Aussi peut-on comprendre le scénario suggéré par Malmendier et Champikmara. Les analystes ont tout intérêt à gonfler leurs recommandations pour inciter les petits investisseurs à s'intéresser aux titres et donc à favoriser les transactions et les courtages. Ceci est sans risque par rapport aux gros investisseurs qui ignorent ces signaux. En revanche, mieux vaut ne pas biaiser les prévisions de bénéfices par action, car elles sont scrutées par les professionnels. Pire, des prévisions trop optimistes risquent de mettre en difficulté le management et tendre les relations que les analystes entretiennent avec lui. Nous avons là le moteur d'une distorsion ou encore d'un double discours. Pour tester ces hypothèses, Malmendier et Champikmara étudient le cas américain entre 1994 et 2008. 1994-2002 pour certains tests. Les données concernant les prévisions des analystes proviennent de la base IBOS, les cours boursiers de la base CRSP. Les données permettant de suivre le trading des deux classes d'investisseurs de la base NYSE Trades and Quotations. Enfin, l'échantillon privilégie les firmes les plus susceptibles d'être affectées, c'est-à-dire les firmes ayant maintenu des relations proches avec une banque d'affaires, soit à l'occasion d'une introduction en bourse dans les 5 ans précédents, soit une augmentation de capital,
dont les besoins précèdent, les données proviennent de la base SDC Mutual pour ces deux types d'opérations financières. Pour mesurer le degré d'optimisme d'une recommandation, les auteurs ont utilisé la technique suivante. Ils ont transformé les libellés de l'analyste en code numérique. 1 pour strong sell à 5 pour strong buy. Puis, ils ont calculé un consensus à la date de publication en prenant en compte la moyenne des recommandations existantes dans le mois qui précède. La mesure finale d'optimisme est obtenue en faisant la différence entre la recommandation de l'analyste et ce consensus. L'indicateur d'optimisme concernant les prévisions de bénéfices par action est construit selon une méthode voisine. À l'année T, les prévisions postérieures à la publication du résultat en T-1 dans l'exercice T sont celles prises en compte. Le consensus est la moyenne des prévisions postées au moment de la publication. Dans ce cas, la différence entre la prévision et le consensus est normée par le cours de l'année. Le tout est multiplié par 100 pour obtenir un indice qui prend des valeurs du même ordre de grandeur que celles de l'indice d'optimisme pour les recommandations. Enfin, Malmendier et Chanketmar proposent un indice original de mesure de l'intensité du double discours. Il s'agit de la différence entre les deux indices précédents d'optimisme. Ainsi, cet indice prend une valeur élevée quand les recommandations sont optimistes et les prévisions pessimistes. L'histogramme des valeurs prises montre que pour l'essentiel, elles sont comprises entre -2 et +2. L'histogramme est légèrement asymétrique vers la droite. Malmendier et Chanketmar utilisent dans leur étude une série de variables de contrôle qui sont susceptibles d'influer sur le niveau d'optimisme des analystes. L'affiliation de l'analyste à une banque d'affaires impliquée dans une opération au bénéfice de la firme suivie. L'intensité des relations de la banque et de l'entreprise. Et le capital à réputation de la banque, mesuré par l'importance des opérations qu'elle fait. La loyauté de la firme vis-à-vis de sa banque, le fait de choisir pour des opérations successives le même établissement bancaire. L'importance de l'actionnariat institutionnel. Et enfin, le statut All-Star de l'analyste en question. Pour suivre les comportements des différentes classes d'investisseurs, Malmendier et Chanketmar reprennent la distinction introduite par Lee et Radhakrishna dans une étude publiée en 2000. Les ordres de moins de 20 000 $ sont attribués aux petits opérateurs et ceux supérieurs à 50 000 aux grands. Cette distinction vaut jusque 2003, mais pas d'autres. Par ailleurs, la réaction au niveau du trading par un investisseur de type X pour une firme I à une date T est mesurée par la différence entre les ordres supposés initiés par les acheteurs, cours d'exécution dans la partie supérieure de la fourchette, et ceux initiés par des vendeurs, différence divisée par les sommes des deux éléments. Ces statistiques sont ensuite centrées et normées. Dans un premier temps, Malmendier et Chanketmar mettent en évidence des résultats statistiques qui traduisent une suspicion de double discours de la part des analystes dits affiliés. En effet, ces derniers biaisent plus fortement leurs recommandations alors qu'ils ne font pas preuve d'un optimisme particulier dans leurs prévisions de bénéfices par action. Par ailleurs, si on examine leur timing, ils ont tendance à modifier plus tardivement leurs recommandations pour mieux les noyer dans la foule
et les maintenir plus longtemps alors qu'ils révisent leurs prévisions de bénéfices par action au même rythme que les autres analystes. Pour soutenir la thèse de l'intérêt du double discours, Malmendier et Champenois montrent les réactions différentes des petits et grands investisseurs aux publications des recommandations et des prévisions par les analystes affiliés et non affiliés. Il régresse la variable réaction au trading, TI, sur la mesure de variation de la recommandation ou de la prévision. Le tableau reprend les pentes et constantes de ces diverses régressions. Il apparaît, pour les petits investisseurs, une réaction positive, quelle que soit la nouvelle, aussi bien pour les analystes affiliés que pour les non affiliés. La constante positive est significative. Cette réaction n'existe pas pour les grands investisseurs. Par ailleurs, l'intensité des réactions, c'est-à-dire les pentes et droites de régression, cette intensité est plus forte dans les deux cas pour les petits investisseurs. Ce sont donc eux qui sont les plus intéressés par les recommandations publiées par les analystes. Concernant les prévisions, on observe des résultats identiques au niveau des constantes, réactions positives fixes pour les petits et nulle pour les grands. En revanche, les pentes livrent un message très différent. Elles sont élevées et très significatives pour les grands qui réagissent à la nature du contenu. Elles sont négatives, sans être toujours significatives pour les petits, ce qui signifie qu'elles indiquent une grande difficulté à interpréter ce message de la part de cette classe d'investisseurs. Pour mettre en évidence un double discours des analystes, les auteurs estiment un modèle de régression où la mesure d'optimisme pour les prévisions est régressée sur celle pour les recommandations. L'ensemble des variables de contrôle déjà mentionnées et des variables d'interaction figurent dans le modèle. Le plus important est le fait que les trois coefficients associés à ces variables d'interaction sont négatifs et significatifs. Ainsi, il y a une corrélation négative plus prononcée entre les deux formes d'optimisme quand les analystes sont affiliés, quand la firme entretient une relation de loyauté avec sa banque et quand il s'agit d'une banque importante sur le marché des opérations fournisseurs. Enfin, Malmendier et Champenois s'intéressent aux déterminants de la présence de ce double discours. À l'aide d'un modèle de régression logistique, ils montrent que le phénomène est plus présent lorsque l'analyste est affilié, lorsque la pression de la banque ou la loyauté de la banque sont élevées. La fréquence est négativement influencée par le capital réputation de la banque. Enfin, aucune influence n'est mise en évidence lorsqu'il s'agit d'un analyste All-Star ou d'une firme à actionnariat institutionnel élevé. Le jeu stratégique a surtout des dimensions propres à la banque et à la firme. En conclusion, cette étude permet de mettre en évidence les motivations stratégiques dans l'optimisme dont font part certains analystes et de les distinguer de caractéristiques non stratégiques propres aux analystes, naïveté, biais de caractère. Ainsi, les analystes des banques, liés par des opérations financières avec les entreprises, ont tendance à formuler des recommandations optimistes et des prévisions qui le sont moins. Ce double discours répond aux attentes de publics différents. Les recommandations pour les petits investisseurs et les prévisions pour les grands et les responsables d'entreprise. Enfin, cette étude particulière d'un double discours ouvre des perspectives méthodologiques pour l'étude d'autres doubles discours dans le monde financier.
Thank you.